Rescue. 6600 Sea Harbor Drive. Seawood Stadium. Okay. J'étais surpris de l'apprendre, mais Scream, c'est tiré d'une histoire vraie. Bon, franchement, qui ne connaît pas Scream? Il fait partie des sagas horrifiques les plus populaires, et il se démarque un peu des autres par le ton qu'il aborde. Alors je pense que je ne t'apprends rien si je te dis que Scream, c'est un mélange entre de l'horreur et de la comédie. Mais tu seras peut-être un petit peu sur le cul en apprenant qu'il y a du whodunit là-dedans. Et là tu te demandes qu'est-ce que c'est le whodunit? Eh bien tout simplement c'est une intrigue avec un mystère à résoudre, mais la petite particularité c'est que le spectateur possède les mêmes indices que l'enquêteur pour trouver le coupable. Comme dans À couteau tiré par exemple. Et c'est pour ça que Scream est un petit peu différent des autres films d'horreur des années 90. C'est tout d'abord une enquête. Et dans Scream, on suit Sidney Prescott, une jeune lycéenne de 17 ans qui a malheureusement assisté au viol et au meurtre de sa mère un an auparavant. Paye ton traumatisme. Et à l'approche de l'anniversaire de sa mort, plusieurs étudiants sont retrouvés assassinés. Enfin assassinés, ils sont éventrés, étripés, pendus, égorgés ou encore démembrés. Et Sidney devient donc la nouvelle cible d'un tueur en série qu'on appelle Ghostface. Et qui dit tueur en série attrapé dit viens donc là que je vais m'inspirer des atrocités d'un gars qui a réellement existé et qui a foutu les chocottes à l'Amérique tout entière. Bon, peut-être pas l'Amérique tout entière, mais t'as compris l'idée. Et ce gars s'appelle Daniel Harold Rowling. Danny pour les intimes. Et Danny, il a un petit surnom pas piqué des hannetons, on l'appelle l'éventreur de Gainesville. Pour ceux qui ne sont pas doués en géographie, Gainesville, c'est dans le trou du cul de la Floride. Pas trop loin de Jacksonville. Mais avant de parler des meurtres qu'a connu Danny, on va remonter un chouïa le temps et s'intéresser à son enfance. Parce que ouais, comme beaucoup de tueurs, il n'a pas vraiment eu une enfance chaleureuse. Daniel est né en 1954 et son père est un gros con. Disons-le franchement. Un gros con qui lui fout des tatanes parce qu'il n'aime pas sa façon de ramper, lui offre un petit chiot tout mignon mais le torture jusqu'à ce qu'il meure dans les bras de son fils, l'attache, lui fout des gifles parce qu'il n'est pas foutu d'utiliser l'embrayage pendant une leçon de conduite et refuse de lui faire des câlins. Faites des bisous à vos enfants s'il vous plaît, ça crée des tueurs sinon. Bon, et la mère elle aide pas beaucoup, faut le dire. Alors elle se fait casser la gueule par son mari, et résultat, de temps en temps, elle se barre pendant plusieurs semaines. Puis elle revient, puis elle se rebarre, puis elle revient, puis elle se rebarre. Bon, je vous rassure, de temps en temps, elle prend les enfants avec elle. Et le sapin de Noël. Bref, t'as compris, Danny, il commence plutôt mal la vie. Et pendant son adolescence, les choses, elles vont empirer. Il développe un goût pour le sadisme, devient aussi violent que son père et commence même à picoler. Du coup, ouais, la vie continue d'être merdique. Et c'est en août 1990 que les choses évoluent. Pas dans le bon sens évidemment. Daniel Rowling décide d'assassiner 5 étudiants lors de tentatives de cambriolage à Gainesville. Mais attention, on n'est pas sur du petit cambriolage qui a mal tourné, non, pas assez spectaculaire. On est sur de la mutilation, de la décapitation et du viol, et tout ça en suivant à peu près le même schéma, qui se termine généralement par la face contre terre et des coups de couteau dans le dos. Mais petit détail intéressant, 4 des victimes sont des jeunes femmes à la peau blanche avec des yeux et des cheveux bruns. Retiens bien cette information, on va y revenir plus tard. Alors du coup, cette série de meurtres a créé un vent de panique sur le campus, si bien que les étudiants restaient en groupe, changeaient de chemin quand ils se déplaçaient, et parfois dormaient ensemble. Il y a peut-être de belles histoires d'amour qui sont nées de ce drame. Donc ceux qui sont nés début 91 à Gainesville, posez-vous des questions. Et malheureusement, l'enquête a pas mal piétiné avant d'arrêter ce bon vieux Danny. 2 autres suspects, Edward Lewis Humphrey et Brandon Curry, ont été entendus par la police et ont finalement été relâchés. Ouais, enfin, Humphrey, il a quand même fini par tabasser sa grand-mère. Pourquoi pas ? Danny a finalement été arrêté et on a rapidement découvert qu'il n'en était pas à son coup d'essai. Et ouais, comme beaucoup de tueurs en série, il faut bien se chauffer un petit peu avant. En novembre 1989, soit 9 mois avant les meurtres de Gainesville, la police de Shreveport enquête sur l'homicide de 3 membres d'une même famille. William Thomas Grimson, le patriarche, Julie, sa fille de 24 ans, et le petit Sean, qui est le neveu de cette dernière, âgé de 8 ans. Et déjà, Danny commençait à bien maîtriser son sujet. Les 3 personnes ont été poignardées dans le dos. Le grand-père est mort en bloquant la porte de la buanderie qui mène au garage. Le petit Sean était en train de regarder la télévision. Et enfin, le cadavre de Julie a été retrouvé suspendu à un lit à moitié nu. Encore une fois, retiens ces petits détails. Mais la question que tout le monde se pose, c'est le mobile. Qu'est-ce qui est passé par la tête de Danny pour avoir une folie meurtrière? Et en fait, c'est une histoire de notoriété. Il voulait faire comme Ted Bundy qui a été exécuté en janvier 1989. Est-ce qu'on pourrait parler d'héritage? Pourquoi pas?
On va garder cette idée dans la tête encore. Et du coup, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment Wes Craven s'est inspiré de ce personnage pour réaliser Scream. Et on va commencer par s'intéresser à Ghostface, qui est le tueur du film. Alors non, je suis désolé, Danny Rowling ne s'habillait pas avec un grand drap noir et ne portait pas de masque de fantôme. Mais on remarque que les deux utilisent le même modèle de couteau, qui est un Buck 120. Avec une lame de 18,7 cm en satin lisse et un manche en polymère noir pour un poids total de 235,3 grammes. Et qui coûte 100 $ sur le site du fabricant. Ouais, Ghostface, il a un peu d'argent quand même. Et ce couteau est très intéressant. Première chose, c'est un poignard de chasse qui est utilisé pour transpercer le cœur sans abîmer la peau et les viscères. Il est très efficace quand on est proche de la cible et il est donc recommandé pour les débutants. Et dans Scream, Billy et Stu sont des chasseurs débutants. Ils passent par leur instinct, ils chassent leur proie et finissent toujours proches d'elle. Comme Danny qui a chassé des cibles bien précises. Mais ce couteau a un deuxième intérêt. Un peu plus cinématographique. Sur les posters des films Vendredi 13, Chapitre final, Un nouveau défi et L'ultime retour, on retrouve ce même couteau. Et je vous rappelle que Scream est un film qui apporte justement un regard extérieur sur le cinéma d'horreur. Le choix du couteau n'est pas anodin et c'est même un gros indice. Celui ou celle qui se cache sous le masque du tueur, eh bien c'est un fan de films d'horreur et plus particulièrement de Vendredi 13. Et d'ailleurs, quelle est la question que pose Ghostface pour piéger sa première victime dans le film ? Qui est le tueur de Vendredi 13? La bonne réponse étant la mère de Jason. Et là on tient un truc intéressant. La mère de Jason. Dans Scream 2, qui c'est le tueur? La mère de Billy, qui était le tueur dans le premier. Et tout comme Pamela Voorhees cherche à venger la mort de son fils, Madame Loomis veut tuer Sidney qui est responsable de la mort de Billy. Scream, c'est un peu une histoire de famille. Allez, on continue à creuser la piste de la mère et qu'est-ce qu'on découvre? Billy explique qu'il en veut à Sidney car sa mère l'a abandonné quand elle a appris que son mari entretenait une liaison avec Maureen Prescott, qui est la mère de Sidney. Je vous ai dit, c'est une histoire de famille. Et qui est passé du côté obscur parce que sa mère l'avait un petit peu abandonné? Danny Rowling. Comme le dit Billy, l'abandon d'une mère peut être la cause de graves troubles psychologiques. Et hop, la boucle est bouclée. Quoi, comme ça, c'est pas fini? Ah oui, si tu te souviens bien, on avait dit que la cible de prédilection de Danny Rowling, c'était les jeunes femmes blanches avec des yeux et des cheveux bruns. Et quand on s'informe un petit peu, on découvre qu'il a été fiancé à une certaine Sandra London, qui est une jeune femme à la peau blanche et aux cheveux bruns. Et je sais pas vous, mais moi, ça me fait penser à Sidney. Le cerveau commence à chauffer, attendez, c'est pas fini. Sandra London, elle s'est pas seulement tapé Danny Rowling, hein. Elle a aussi été la petite amie de Gerard Schaffer, qui était à la fois policier et tueur en série. Oui, c'est possible. Du coup, dans Scream 2, quand Sidney commence à douter de son nouveau petit ami Derek, eh ben on comprend un peu pourquoi. Mais attends, la ressemblance avec London peut aller encore plus loin. Dans Scream 4, Sidney décide d'embrasser la carrière d'écrivaine en publiant son premier livre. Et quel est le métier de Sandra London? Écrivaine, ma gueule! Bon, on s'arrête là pour les éléments tirés de l'histoire de Danny Rowling ou on continue encore un petit peu? Oui, on continue encore un petit peu. Est-ce que tu te souviens quand je t'ai dit que les meurtres de la famille Grissom ont été attribués plus tard à Danny Rowling? Eh bien, en Scream, on a le même schéma. Le meurtre et le viol de Maureen Prescott sont l'œuvre de Billy et Stu. Mais ça, on ne l'apprend qu'à la fin du film. Mais on va s'intéresser un petit peu à la famille Grissom, et on découvre un détail troublant. Chacune des victimes nous rappelle un moment dans Scream. William Grissom meurt en bloquant la porte qui mène au garage, et Tatum Riley est bloqué dans le garage. Mais si ce blocage de porte mène à sa perte, il est bénéfique pour Sidney. Parce que oui, rappelez-vous, elle utilise la porte de sa propre buanderie pour bloquer celle de sa chambre, et ainsi échapper au tueur. Elle est pas conne la meuf. Danny a assassiné le petit Sean alors qu'il était en train de regarder la télévision. Ce qui a failli arriver à Randy pendant la soirée à la fin du film. Et rappelez-vous de Casey Baker qui a été également retrouvé pendu. À un arbre, cette fois-ci, mais c'est la même chose. Et enfin, comme on l'a dit, Scream c'est une enquête. Et qui dit enquête dit mobile. Pour Danny, l'objectif était de devenir une superstar, un tueur en série aussi célèbre que Ted Bundy. Dans Scream, le mobile est différent. Billy est animé par la vengeance et Stu, il a juste un grain. Bon, ce qui en fait pour moi aussi le meilleur personnage. Mais c'est dans Scream 2 qu'on retrouve un peu de Danny avec le personnage de Mickey qui souhaite continuer l'œuvre de Billy et Stu. Et si on regarde Scream 4, Jill cherche elle aussi à devenir une superstar. Mais cette fois-ci en devenant la nouvelle Sidney Prescott. Mais pour cela, elle a besoin d'éliminer l'ancienne. Soit un petit peu égocentrique ces tueurs en série quand même. Mais et si Scream ce n'était pas qu'une suite de films d'horreur un petit peu méta qui jouent sur les codes du genre,
mais plutôt des drames qui mettent en scène des personnages en quête de reconnaissance. Billy, c'est juste un gamin qui a été abandonné par sa mère et qui veut venger son départ et son enfance foireuse. Stu, c'est qu'un fils à papa qui a la vie bien trop simple et qui a besoin d'un petit peu de frisson. Et pour lui, ça va passer par l'interdit. Mickey, ok, c'est un psychotique, mais c'est surtout un fanboy pour qui la seule façon d'exister est de tenter de faire mieux que ses idoles. Madame Loomis, c'est une mère qui a perdu son enfant et qui tente de se racheter en le vengeant. Roman, encore une fois, c'est un enfant qui a été abandonné par sa mère. Charlie dit qu'il est le nouveau Randy, donc il a une image plutôt négative de lui-même, et il essaye de contrebalancer ça en filmant les meurtres. Mais il finit par devenir le nouveau Stu. Et enfin, Jill, comme elle le dit elle-même, vit depuis trop longtemps dans l'ombre de Sydney, et elle veut maintenant avoir le devant de la scène. Mais pour tous, c'est un échec, et ils ne sont maintenant plus que de vagues souvenirs qui tendent à disparaître de plus en plus. Et pourquoi ? Parce que cette connasse de Sydney...